Bonjour, je m'appelle Cynthia Guy et je suis de Coloplast Canada. Je vous souhaite la bienvenue à cette web émission qui fait partie d'une série de webinaires sur les soins des plaies et de la peau offertes par Coloplast. L'exposé sera suivi d'une période de questions. Veuillez utiliser la fonction de clavardage en direct pour afficher vos questions. À la fin, vous pourrez répondre à un court questionnaire et imprimer un certificat de participation. Merci de votre attention et bonne web émission. Bonjour, mon nom est Chantal Labrec, je suis une infirmière spécialisée en soins de plaies. Aujourd'hui, je vous présente un module sur les ulcères de pression. Débutons ce module par un résumé sur l'algorithme et le paradigme de la préparation du lit de la plaie. Exemple ici face à la plaie curable. N'oubliez pas qu'il est important de traiter la cause, de faire le soin local de la plaie, de tenir compte des besoins particuliers du patient. Dans le soin local de la plaie, nous allons appliquer l'acronyme DAIM. Donc, le débridement sera la première étape, l'infection, l'inflammation, le maintien de l'équilibre hydrique et pour terminer, l'effet de barre ou ce qu'on appelle l'épithélialisation. Les objectifs du programme sont les suivants. Décrire la population à risque de présenter un ulcère de pression. Passer en revue les différentes stratégies d'évaluation, notamment l'échelle de Braden. Discuter de la friction, du cisaillement et de la pression qui sont des forces externes. Passer en revue les lignes directrices du classement des ulcères de pression selon la NPUAP. Passer en revue les plaies dites curables, non curables ou stagnantes. Discuter de l'importance du plan thérapeutique sur mesure pour le patient présentant un ulcère de pression et la contribution des membres de l'équipe interprofessionnelle. N'oubliez pas qu'on doit toujours tenir compte du patient dans son ensemble et non pas seulement de la plaie de l'ulcère. Avant de commencer, je vais vous demander de tester vos connaissances sur les ulcères de pression et de répondre par vrai ou faux aux 5 prochaines questions. Il est possible de prévenir tous les ulcères de pression, donc de les éviter. Une pression non corrigée peut endommager les tissus d'abord dans les couches, en plus profonde en remontant vers la surface. La douleur ne constitue pas la principale préoccupation chez les patients présentant un ulcère de pression. L'incontinence peut entraîner un ulcère de pression de stade 2. Les ulcères de pression peuvent initialement se présenter sous la forme d'une ecchymose bleutée ou violacée. Vous avez en tête vos réponses? Nous allons répondre à toutes ces questions tout au long du module. Qu'est-ce qu'un ulcère de pression? Un ulcère de pression est une région qui est localisée de la peau ou des tissus sous-cutanés qui survient généralement au niveau d'une proéminence osseuse et qui est occasionnée par une pression ou par une combinaison de la pression et des causes primaires telles le cisaillement ou la pression. Vulgairement, lorsque la peau est comprimée entre un os et une surface externe dure, on peut s'attendre à avoir un ulcère de pression. Il faut comprendre les forces externes telles la pression, la friction et le cisaillement et un peu les conséquences qui sont inhérentes. La pression, souvent, qui s'exerce autour des capillaires, va empêcher l'oxygène et le sang, les nutriments, de se rendre à la peau. L'exemple typique, la personne qui est assise au fauteuil. Les conséquences, on compromet la perfusion tissulaire à cet endroit. Et parfois, ce n'est pas toujours visible dans les premières heures, premières journées. La friction, c'est lorsque la peau va frotter sur une surface, exemple, un lit, un côté de fauteuil roulant. Et parfois, qu'est-ce que ça va amener comme conséquence? Une abrasion superficielle ou une forme de phlictène, parfois qui peut être intacte ou crevée. Le cisaillement, c'est différent. Le cisaillement, c'est lorsque les mouvements de la peau vont les unes contre les autres. Les couches vont en sens contraire. Exemple, l'épiderme glisse à sens contraire sur le derme sur l'hypoderme et ainsi de suite. Ces lésions qui sont créées par le cisaillement sont toujours plus profondes que celles créées par la friction. On peut retrouver parfois des espaces sous-jacents dans les plaies, notamment des plaies plus complexes comme le stade 3 ou 4. Le survol rapidement des cofacteurs, des comorbidités, donc les facteurs qui augmentent le risque de développer un ulcère de pression. Exemple, l'âge avancé chez un patient. Une faible perfusion tissulaire. Une tension artérielle qui est anormalement élevée. Un faible taux d'hémoglobine. La nutrition et l'hydratation sont des points très importants et des facteurs qui vont influencer l'apparition d'un ulcère de pression. L'immobilité, ça va de soi, qui va entraîner souvent un cercle vicieux où le patient, par faible mobilité, va rester dans la même position pendant plusieurs heures. L'humidité qui est excessive, parfois reliée à l'incontinence. Les maladies systémiques telles le diabète, l'insuffisance cardiaque, les maladies veineuses, donc peuvent avoir un impact néfaste et peuvent augmenter le risque de développer un ulcère de pression.
On travaille souvent dans les milieux de soins comme cliniciens avec ce qu'on appelle l'échelle de Braden. L'échelle de Braden est un outil de détection et par le fait même de prévention. Donc, c'est un outil qui nous aide à évaluer le risque de développer une plaie de pression chez un individu. Faire attention à vos politiques qui sont internes dans vos milieux, notamment en lien avec l'utilisation de l'échelle, en lien avec la fréquence de cette échelle. Donc, je vous réfère à vos politiques internes. L'échelle de Braden est composée de 6 critères distincts d'évaluation. La perception sensorielle fait référence à la capacité de l'individu à ressentir les différents stimuli. L'humidité fait référence à la présence ou l'absence d'une continence, d'une incontinence. L'activité fait référence à la capacité de l'individu à se déplacer, à marcher. La mobilité fait référence au fait qu'un individu, est-ce qu'il peut faire ses mouvements lui-même, ses transferts, est-ce qu'il peut se mobiliser, se tourner, exemple dans le lit. La nutrition. Et le dernier facteur compose 2 éléments, la friction et le cisaillement. Est-ce que l'individu est à risque lors des mobilisations, est à risque de friction ou de cisaillement? Est-ce qu'il glisse facilement dans son lit? Est-ce qu'on doit le remonter? Est-ce qu'il a besoin d'aide? Donc, quand on travaille avec l'échelle de Braden, on travaille à détecter une clientèle qui pourrait présenter un risque. Une évaluation aussi détaillée de la plaie doit être faite. En présence d'une plaie de pression, on doit faire le tour de l'ensemble des paramètres relatifs à l'évaluation. On doit aussi travailler, exemple, avec une évaluation des espaces cavitaires, des espaces profonds, avec, exemple, une tige montée ou l'insertion d'un doigt dans une plaie qui est très cavitaire. On doit mesurer, documenter régulièrement les paramètres de la plaie. On se réfère aussi à nos politiques internes. Ensuite, on doit déterminer si la plaie de pression elle est dite curable, non curable ou stagnante. Les objectifs de traitement seront différents en fonction du type de plaie. Exemple, dans la plaie curable, l'objectif est la guérison de l'ulcère. Étant donné qu'on a un potentiel de cicatrisation, une vascularisation qui est présente, on va pouvoir travailler sur le facteur causal. La plaie non curable, l'objectif ne sera pas la guérison, mais plutôt de travailler, exemple, sur le confort du patient. La plaie stagnante, on va pouvoir travailler sur la cause, cependant, certains éléments peuvent nous nuire, notamment, exemple, l'observance du plan de traitement par le patient. Les changements cutanés en fin de vie qui peuvent être présents, notamment chez les gens qui sont mourants. La peau, on sait que c'est un organe qui vieillit avec l'individu aussi. Donc, la peau peut devenir vulgairement dysfonctionnelle pendant le processus de mort. Souvent, ce sera une insuffisance au niveau cutané qui ressemble à l'insuffisance de d'autres organes comme l'insuffisance rénale, cardiaque, pulmonaire. Il est impossible de prévenir tous les ulcères de pression. L'accent se déplace donc sur les besoins particuliers de l'individu, notamment la douleur, le confort en fin de vie. Entrons maintenant dans les stades de plaie de pression. Débutons avec la lésion des tissus profonds suspectés, vulgairement appelé le LTPS. Le LTPS, ça se manifeste de 2 façons. On peut être confronté à une zone localisée de peau qui est intacte, mais qui va avoir une coloration violacée, marron. Donc, cette peau-là, elle ne présente pas vraiment de plaie, mais elle présente vraiment une coloration qui est différente. Souvent, le LTPS va être accompagné de chaleur, froideur, douleur. Donc, et souvent, à l'évaluation faite par le clinicien, on aura l'impression d'entrer dans la peau et de ne pas avoir de fond dans cette plaie. La lésion des tissus profonds suspectés peut aussi se manifester sous forme d'une phlictène sanguine, c'est-à-dire une phlictène qui sera emplie d'un composé sanguin. Parfois, la lésion des tissus profonds suspectés va nous amener à déceler des plaies beaucoup plus problématiques, beaucoup plus profondes en dessous. Ce type de plaie, parfois, va s'ouvrir spontanément, donc va nous laisser place à une plaie qui est cavitaire à l'intérieur. Le stade de plaie de pression, le stade 1, c'est souvent un stade typique rencontré chez notre clientèle dans les milieux de soins. C'est une rougeur qui est très typique et qui possède 2 caractéristiques qui lui sont propres. C'est une rougeur qui ne blanchit pas à la pression du doigt, c'est-à-dire que lorsque le clinicien pèse à l'intérieur de la rougeur, il n'y aura pas de coloration blanchâtre qui s'installe, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de remplissage capillaire dans cette zone-là. Et on dit aussi que ça doit être une rougeur qui doit demeurer en place pour 30 minutes ou plus. Si nous avons ces 2 éléments-là, nous pouvons confirmer que nous sommes en présence d'un stade 1 de plaie de pression. Souvent, les gens vont associer à ce stade-là une douleur, parfois. Aussi, on peut toucher à la peau qui peut être un peu plus chaude, un peu plus froide dans cette zone-là, qui a un aspect un peu plus mou.
Le stade 1 est aussi un stade qui est dit réversible, c'est-à-dire que dès qu'on le détecte, si on met en place des interventions adéquates, il se peut que 24-48 heures après, la plaie soit complètement disparue. Passons maintenant au stade 2 de plaie de pression. Le stade 2, on dit que c'est une perte de peau d'épaisseur partielle. On peut le retrouver sous deux formes. Principalement, on va retrouver sous la forme d'une abrasion, c'est-à-dire qu'une légère couche superficielle de peau qui est retirée, ou on va le revoir sous une forme de phlyctène séreuse. Seulement un petit point important, ne pas confondre avec la phlyctène sanguine qui est associée à la lésion des tissus profonds suspectés. La phlyctène peut être intacte, peut être crevée. L'important, c'est de savoir que le stade 2, il y a déjà une atteinte partielle des tissus. Souvent aussi, les gens vont associer une douleur qui peut être assez importante à ces stades-là. Et il ne faut pas confondre le stade 2 parce qu'il est souvent une phlyctène séreuse avec, exemple, les brûlures, les dermatites ou toute autre problématique cutanée. Quand nous pensons au stade 3 de l'ulcère de pression, nous devons tout de suite penser à un aspect qui peut être cavitaire. C'est-à-dire que l'ensemble des couches de peau sont absentes, sont touchées par la plaie. Souvent, les gens vont dire qu'il s'agit d'une perte de peau d'épaisseur complète. Donc, l'épiderme, le derme et l'hypoderme sont absents. Parfois, l'espace peut être cavitaire et ce, en fonction du site anatomique touché par la plaie. L'exemple typique, une plaie de pression stade 3 sur un ischion, sur une fesse, peut être beaucoup plus profond que sur une malléole. Donc, parce que les épaisseurs cutanées sont différentes aux différents sites anatomiques. Donc, parfois aussi, le lit de la plaie peut être recouvert d'un tissu nécrotique. La plaie peut être associée à des problématiques autres, telles un espace sous-jacent ou la présence d'un sinus. La plaie de pression ou l'ulcère de pression de stade 4 est une plaie complexe, cavitaire, et où les structures internes sont exposées, telles un os, un muscle. Parfois, des aspects tendineux peuvent être présents dans le lit de la plaie. La profondeur va varier encore en fonction de la localisation anatomique. Mon exemple typique de la malléole, il n'est pas fréquent de voir un stade 4 à cet endroit-là, mais quand on le voit, l'os est vitement apparu dans le lit de la plaie. Parfois, ce stade-là est associé à des problématiques, par exemple, un ostéomyélite. Pourquoi? Parce qu'un os, un muscle, un tendon qui est exposé est à risque. Donc, c'est une plaie profonde et souvent, on peut lui associer un espace sous-jacent ou un sinus. Le dernier stade des plaies de pression, le stade dit indéterminé. Anciennement, les gens parlaient du stade X, c'est exactement la même chose. Cette appellation est maintenant remplacée par le stade indéterminé. C'est une plaie de pression qui est d'épaisseur complète, mais la base de l'ulcère va être recouverte d'un tissu nécrotique, que ce soit un tissu nécrotique humide ou sec. L'important, c'est de savoir que la plaie, dans son entier, va être recouverte par un tissu nécrotique. Les profondeurs véritables, on ne peut pas les évaluer parce que la plaie, elle est cachée, elle est emplie d'un tissu qui est nécrotique. Donc, on ne peut pas mettre un stade à ce moment-ci. On pourra le faire lorsque le processus de débridement sera initié, si la plaie, elle est curable ou pas. Donc, faire attention cependant, beaucoup de gens ont tendance à vouloir retirer, exemple, un tissu nécrotique qui se loge au niveau d'un talon. Parfois, l'escar ou le tissu nécrotique sec sert de protection. On dit dans la littérature que quand il est bien attaché au talon, on devrait le laisser en place et ne pas initier de processus de débridement parce qu'il sert à lui-même de protection dite naturelle. Faire la différence souvent entre les plaies de pression et la dermatite d'incontinence n'est pas toujours évident pour un clinicien. Souvent, on confond les deux, notamment avec le stade 2 de plaie de pression. La dermatite d'incontinence, généralement, elle est localisée au niveau des fesses et non pas sur une proéminence osseuse. En partant, il s'agit d'une énorme différence. Les signes possibles qu'on va retrouver chez le patient, brûlures, démangeaisons, macération, parfois la présence de phlyctène, d'érosion. Souvent, ce sont des lésions cependant superficielles. Les gens vont nous dire, exemple, qu'ils ont la peau à nu, exposée. C'est ce qui rend très inconfortable le patient. La couleur aussi va être très importante. On parle d'un rouge vif. Et parfois même, on est en présence d'une infection cutanée comme une candidose ou une infection bactérienne au niveau de la peau. Le traitement de la dermatite d'incontinence sera différent de la plaie de pression stade 2. Comment fait-on pour prévenir les ulcères de pression? Il est important, en équipe interdisciplinaire, de bien cibler les interventions qui seront relatives aux problématiques retrouvées chez le patient.
Notamment, on va susciter sa participation à prendre part, à adhérer au traitement, ce qui va nous aider. On va obtenir aussi la collaboration de l'ensemble des membres de l'équipe de soins interprofessionnels, interdisciplinaires. Exemple, le physiothérapeute va nous aider dans la mobilisation, l'augmentation des activités. On peut travailler avec un ergothérapeute pour diminuer la pression, la friction, le cisaillement lors des transferts. Souvent, on va travailler avec eux aussi pour l'instauration d'une surface thérapeutique, ce que les gens appellent vulgairement des matelas préventifs ou curatifs. La nutritionniste aussi va jouer un rôle très important dans l'équipe de soins, étant donné que souvent la nutrition est un facteur nuisible pour le patient qui est à risque ou porteur d'un ulcère de pression. On va la faire intervenir pour dresser un bilan nutritionnel et pour être capable de travailler sur cet aspect. Les différentes interventions relatives à l'ulcère de pression sont les suivantes. Premièrement, on doit penser à diminuer les forces de pression, de friction et de cisaillement. La suspension des talons est très importante quand les plaies se localisent à ces endroits-là. Anciennement, l'utilisation de talonnières faisait l'objet d'une pratique courante. Maintenant, les pratiques exemplaires refusent de parler d'utilisation de talonnières et on travaille plus à laisser le talon dégagé, donc de faire une suspension. On peut aussi travailler avec des surfaces de redistribution de la pression, telles que des fauteuils, des coussins particuliers. Donc, de là l'importance de travailler en collaboration avec l'ergothérapeute. Choisir aussi un pansement qui va travailler toujours dans un milieu humide, qui assure une bonne gestion de l'exudat aussi pour les plaies curables. Évaluer et aborder les préoccupations du patient face à la douleur, à sa qualité de vie. Fournir de l'éducation, un soutien continu. On renseigne le patient sur les interventions qu'on lui propose de travailler. On peut aussi travailler avec des modalités adjuvantes. Souvent, c'est des modalités qui vont venir compléter la guérison de la plaie. Parfois, on peut penser à des thérapies comme la thérapie par pression négative, certains produits qui seront des produits qui vont aller stimuler la cicatrisation. Donc, on envisage toujours d'atteindre l'objectif d'une diminution de 30 de la superficie de la plaie en 4 semaines pour être à même de bien voir si la plaie suit une évolution normale et on veut aussi cibler la guérison totale avant le 12 semaines. Donc, je vous remercie. Cela termine le module sur les ulcères de pression. Merci de votre attention. Voici la famille des produits Biotain pour les soins des plaies avancés et les nouveaux emballages faciles à lire et à employer. Les produits Biotain se divisent en 3 catégories simples, chacune ayant comme caractéristique principale une capacité d'absorption supérieure qui assure une absorption et une rétention optimale de l'exudat. Ces pansements épousent la forme du lit de la plaie, éliminant ainsi l'espace mort et la possibilité de prolifération bactérienne. La guérison en est accélérée et ces produits combleront la majorité de vos besoins en gestion des plaies. Les pansements de la première catégorie sont pour les plaies non infectées. La deuxième catégorie est destinée aux plaies infectées et la troisième aux plaies douloureuses. La première catégorie, pour les plaies non infectées, contient des pansements non adhésifs et adhésifs, y compris Biotain silicone avec adhésif doux qui conviennent aux plaies peu profondes produisant une quantité modérée ou importante d'exudat. Biotain alginate, idéal pour le remplissage des cavités et offrant une excellente résistance, en fait aussi partie. Pour les plaies infectées, Biotain AG contient de l'argent qui est libéré graduellement au contact de l'exudat. Ce produit est aussi offert en adhésif et sans adhésif de silicone, fournissant aussi un pansement 2 en 1 économique. Pour les plaies infectées plus profondes, Biotain Alginate AG offre une excellente résistance. Une méta-analyse récente comprenant 685 patients constitue une preuve de niveau 1 qui démontre que Biotain AG permet une guérison plus rapide des ulcères veineux de la jambe infectée et difficile à guérir, avec 2 fois plus de plaies guéries en 4 semaines lors d'un traitement avec Biotain AG. Enfin, Biotain IBU, le pansement Biotain avec ibuprofène unique, a un effet anti-inflammatoire local dans le lit de la plaie et sera bénéfique pour traiter les plaies douloureuses. Regardons la capacité d'absorption du pansement Biotain silicone. Voyez comme la majeure partie du liquide coloré versé sur le dessus est absorbé par le pansement, là où le liquide est en contact avec la mousse. Voyez aussi comment le liquide reste emprisonné.
Si nous retournons le pansement et stimulons une compression et un poids sur la mousse, le liquide reste à l'intérieur des cellules de mousse. En outre, la conformabilité du lit et de la plaie élimine tout risque d'espace mort où les bactéries pourraient proliférer.